Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Bonjour et bienvenue dans le Moulin à Parole. Aujourd'hui, nous recevons Michel Simoneau. Bonjour Michel. Bonjour. Michel Simoneau est auteur et metteur en scène. Vous avez écrit une vingtaine de pièces de théâtre, seul ou avec le collectif Pétrole, qui rassemble les auteurs Lancelot Hamelin, Sylvain Levé et Philippe Maloun. Vous avez été artiste associé au théâtre Gérard Philippe, Centre dramatique national de Saint-Denis, et vous êtes actuellement en résidence à Annie-Gras à Arcueil. Nous vous invitons aujourd'hui pour parler de la pièce Delta Charlie Delta que vous avez écrite et qui est publiée chez Espace 34 depuis 2016. C'est une pièce qui est adaptée au théâtre aujourd'hui par Justine Simoneau et que nous avons accueillie au Moulin du Roc le mardi 4 février dernier. Florie, peut-être que tu peux nous présenter la pièce ? Oui, bien sûr. Donc Delta Charlie Delta, c'est une pièce de théâtre qui revient sur un drame qui a eu lieu à Clichy-sous-Bois en 2005. 3 adolescents ont été poursuivis par des policiers et se sont réfugiés dans un transformateur électrique. Suite à ça, 2 d'entre eux ont trouvé la mort, c'était Zied et Bouna, et l'un a survécu. Et s'ensuivent ce qu'on appellera ensuite des émeutes. Puis, 10 ans plus tard, le procès des policiers a lieu et le tribunal restitue les faits. Et donc, c'est à partir des tweets des journalistes qui ont été publiés pendant le procès que vous écrivez Delta Charlie Delta. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes attaché à ce drame, à cette histoire ? C'est-à-dire que en 2005, au moment de ce drame et des émeutes, j'étais en résidence au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, donc Saint-Denis étant dans le 9-3, donc dans la Seine-Saint-Denis, et donc au cœur des émeutes qui ont commencé à Clichy-sous-Bois, qui est pas loin. Et donc, j'étais avec les 3 autres auteurs dont vous venez de parler. On commençait à écrire quelque chose autour de la ville. Et les émeutes... il y a eu cette mort de Zied et Bouna, tragique, qui m'a beaucoup frappé, que je n'ai jamais oublié. Et les émeutes en même temps. Les émeutes qu'on ne peut pas oublier parce qu'elles reviennent régulièrement. Cette question des banlieues, de l'arrêt des révoltes. Et puis aussi de la mort des jeunes dans des banlieues, ces banlieues reléguées, qu'on voit périodiquement. Voilà. Et donc ça, ça m'est resté, et je me suis dit qu'un jour, j'écrirais là-dessus. Voilà. Mais il me fallait attendre de trouver comment. Voilà. Et donc le procès a lieu, et à ce moment-là, vous vous dites, c'est l'occasion d'écrire, ou est-ce que c'est en suivant le procès où vous trouvez matière pour... C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, je savais que il y avait plainte contre les policiers qui avaient poursuivi Zied, Bouna et Mouhitine, parce qu'en fait ils étaient 3, puisqu'il y a eu, comme vous l'avez dit, un survivant. Et il y a eu plainte pour non-assistance à personne en danger. Et ce procès, il y en avait eu déjà 2. Et en 2015, donc il y a 10 ans plus tard, il y a maintenant 5 ans, il va y avoir 5 ans en mars, devait avoir lieu le dernier des procès. Après celui-là, il n'y en aurait plus d'autres. Les policiers avaient été relaxés à chaque fois. Et je me suis dit, si je cherche comment écrire, ça doit être à partir de là. J'ai plus beaucoup de circonstances qui peuvent me motiver. Et donc, à partir de là, je me suis mis à suivre le procès par les tweets, parce que je voulais pas... j'avais attendu 10 ans parce que je me disais, comment on écrit là-dessus ? C'est compliqué. Soit on écrit, on raconte une histoire. Au fond, l'histoire, les gens la connaissaient, et puis les journalistes avaient fait leur boulot. Et pour faire un boulot de journaliste, ce serait pas juste. Si on fait du théâtre, si on écrit pour le théâtre, il faut écrire spécifiquement pour de la représentation théâtrale. Donc il faut trouver l'écriture, il faut trouver la forme. Alors j'ai attendu tout ce temps-là pour ça, quoi. Et effectivement, quand je me suis rendu compte que le procès avait lieu, j'ai réalisé aussi que les journalistes, il y aurait beaucoup de journalistes qui allaient suivre le procès, parce que c'était quand même quelque chose qui avait un gros retentissement.
Et les journalistes retransmettaient le procès, non pas en direct, parce que c'est interdit, je veux dire, il n'y avait pas donc de radio ou de télé, mais ils transmettaient par tweet, c'est-à-dire que tous les journalistes, il y en avait une, je sais pas, 15-20, qui tweetaient par 140 caractères maximum ce qui se passait en live, en direct. Le procès a duré 3 jours et demi, je ne sais pas, vers le 15-18 mars 2015, donc 10 ans plus tard, et je me suis mis à mon ordinateur et j'enregistrais les captures d'écran des tweets transmis par tous les journalistes. Mais sans réfléchir, c'était un travail mécanique, ce qui fait que je me suis retrouvé après 3 jours, plus de 3 jours de tweets, enfin, je les ai toujours d'ailleurs, oui, c'est un vrai flow. Et en même temps, c'était fascinant, quoi. C'était passionnant, parce que je devais écouter, lire, me représenter ce que ça voulait dire, être attentif au suivant. Et croiser les points de vue, forcément, croiser les retours. Oui, tout à fait. C'est qu'après, une fois que j'ai eu cette masse, il m'a fallu me dire qu'est-ce que j'en fais. Alors la première chose, c'était de vérifier. Je voulais à la fois rendre compte des faits, c'est-à-dire ce qui s'est dit dans le procès, la réalité de ce qui s'est dit, les paroles du procès, et là-dessus, amener mon écriture de fiction poétique à moi. Comment moi, à travers ça, ma perception, ma sensibilité personnelle, poétique, politique, enfin tout ça. Voilà. Et donc, cette fragmentation de l'histoire par les tweets m'a donné un peu la piste d'écriture. Et en même temps, il fallait tout vérifier, comme vous dites, c'est-à-dire que les tweets n'étaient pas tous d'accord avec eux. Comme je me suis rendu compte que l'histoire du temps était essentielle, et le temps aussi des journalistes était essentiel. C'est-à-dire qu'ils me donnaient des choses qui n'étaient pas 14h01, 14h02 pour l'autre, etc. Et donc, j'ai passé un long moment de vérification des horaires, puisque tout le procès s'est fait sur la vérification des horaires, de ce qui s'est passé, de la poursuite, des moments de la mort, la date de la mort, de ce qui s'est passé après, comment les policiers ont surveillé, etc. Et donc, cette vérification m'a donné une structure, finalement, du temps, et un personnage qui structurait tout, c'est-à-dire un chroniqueur, j'ai appelé ça chroniqueur, même sans article, c'est-à-dire c'est une figure, quoi, une figure, pas vraiment un personnage. Et puis, une fois cette forme donnée, dedans, j'ai tissé ma propre écriture. Voilà, une écriture très, très rythmée aussi, très... saccadée, rythmée. Oui, voilà, très musicale, c'est-à-dire que c'était un travail de dentelle, c'est-à-dire que j'écris toujours de façon très musicale, de toute manière. Mais là, c'était vraiment un tissage... tout était écrit syllabe par syllabe, enfin des phrases, mais que je retravaillais syllabe par syllabe à la présence des consonnes, des silences. Dans la mise en page du texte, d'ailleurs, dans sa publication, on rend compte, il y a des blancs, il y a des morceaux sur une page, après il n'y a rien. Voilà, c'est tout un... C'est un univers en même temps. Je pense que l'univers spatial du livre donne une transposition de l'univers du temps en même temps. Et est-ce qu'en dehors de tous ces tweets, vous avez eu d'autres sources d'informations ou d'inspiration, des rencontres Alors, rencontre, non, justement, ça c'est une question importante. Je me suis toujours demandé si j'allais rencontrer. Parce qu'il y a un survivant, donc il y a les deux morts, il y a des Bounas, mais il y a un survivant. Et ce survivant, je n'ai pas voulu le rencontrer, parce que je me suis dit, si je rencontre le survivant, je vais être prisonnier d'une réalité, et au fond, je vais devoir raconter ce qu'il est, ce qui est normal. Et je voulais avoir cette distance pour comprendre ce qu'il est et garder ma sensibilité par rapport à ça. Pas être prisonnier de l'émotion seulement. Pareil, de la même manière, je n'ai pas rencontré les acteurs de l'histoire. Jamais. Même pas depuis. Hein. Oui. Même pas depuis. C'est pas que je veux pas, c'est que je pense qu'ils n'ont depuis... à Clichy-sous-Bois, ils ne cherchent pas trop à revivre ça. Enfin, voilà, je pense aussi. Si on se retrouve aujourd'hui aussi, c'est parce que cette pièce, Delta Charlie Delta, elle a été primée, elle a reçu le prix Collydrame
qu'on organise au Moulin du Roc, mais qui est un prix national remis par des centaines de collégiens qui lisent tout au long de l'année avec leurs professeurs et des professionnels des pièces de théâtre contemporains. Et donc, ils vont élire une pièce à la fin de l'année qui pour eux, est leur pièce favorite, sur laquelle ils vont apprendre aussi à la critique, finalement, au-delà de simplement un texte qu'ils ont aimé lire, mais vraiment pouvoir dégager leur esprit critique. C'est un prix qu'on met en place depuis 5 ans, je crois, au Moulin du Roc maintenant. Et donc, on a eu la chance d'accueillir le prix Colidram, de vous le remettre en 2017. Donc, on voulait aussi venir sur la question des collégiens, comment ces collégiens se sont emparés du texte et quelle rencontre ça a créé, en fait, avec vous. Est-ce que vous attendiez à cet accueil ? Alors, une chose que je dirais d'abord, c'est Colidram, je crois, n'existe plus. Non, alors si Colidram existe encore, mais c'est l'association Posture qui n'existe plus. C'est Posture, voilà. Le prix existe. Mais et en fait, il y a beaucoup de collégiens et de structures culturelles qui font partie de ce prix depuis des années, et donc qui ont décidé de continuer à le faire vivre. Donc on a continué, nous, cette année encore, et puis on se posera la question de donc, ça, c'est formidable. Effectivement, l'association qui l'a porté a disparu. Et ça, c'est très important, parce que je voulais dire, ce prix... Outre le fait que je l'ai eu une fois, mais c'est capital, parce qu'ils ont une méthode, une forme de rapport aux enseignants et aux élèves qui sont jeunes, qui sont de la 6e à la 3e, que j'avais jamais vu, qui est vraiment un vrai travail. Dire que les élèves s'approprient les textes, vraiment les textes, ils ont les livres en main, avec les profs, avec des comédiens, et ils rentrent vraiment dans la question de l'écriture. Voilà. Et comme vous dites, ils ne sont pas soumis aux choses, ils sont éduqués à un regard et une écoute, et même un travail critique. Oui, c'est ce qui est intéressant dans le prix, c'est qu'au-delà de la lecture, ça va aussi sur tout à fait. de quoi, c'est des espaces de dialogue sur de quoi ça parle, quelle forme on utilise dans le théâtre, comment on peut écrire et pourquoi on écrit aussi du théâtre, parce que finalement, on écrit beaucoup de romans et voilà, et le théâtre existe aussi par l'écriture, donc oui. Tout à fait. Et là, c'est important, c'est que là, c'est vraiment par l'écriture qu'il rentre au théâtre avec ce prix. Et donc, le rapport que j'ai eu avec ces élèves, d'abord, c'était une surprise, pour répondre à une part, il y a plein de questions, parce que je n'ai pas écrit ce texte pour des adolescents, et c'est eux qui m'ont donné ce prix. J'ai eu d'autres prix, mais peu importe. Et j'étais très étonné qu'il y ait des jeunes de cet âge, je dirais pour moi des gosses, de certaine manière, puissent s'approprier cet événement, qui pour eux n'était pas connu par rapport à leur âge de naissance, et en même temps par rapport à l'intérêt qu'ils pourraient avoir à un événement de ce genre. Et pas du tout, ça a été très étonnant comment ils se sont investis là-dedans. Et puis, comme j'ai fait des rencontres avec la quasi-totalité des classes qui avaient choisi mon texte, à travers toute la France, donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de partout, effectivement, c'était très étonnant parce que les élèves sont entrés dans le texte par la lecture, c'est-à-dire une lecture, pas une lecture à la table, une appropriation du texte, par la voix et le corps. C'est-à-dire ils sont rentrés, le corps, c'est comme s'ils faisaient rentrer une voix et une écriture dans leur corps, et ils se sentaient portés par ça, et c'était vraiment formidable. Et c'est vraiment ce qui a permis que des jeunes s'emparent de quelque chose qui n'était pas écrit pour eux, initialement. Et qui se sont mis à le défendre. Et dans toutes les classes, j'ai eu toute forme de questions, très critiques aussi, mais pas des critiques négatives, il y en a eu quand même, mais des critiques sur qu'est-ce que c'est, comment on écrit, évidemment, pourquoi on écrit, mais c'est aussi, parce qu'un sujet pareil, qui n'est pas rien, c'est que le procès de policiers qui n'auraient pas sauver des enfants d'une mort affreuse d'électrocution, parce qu'ils sont restés quand même 40 minutes dans un transformateur avant de mourir, et d'être électrocutés, et que le troisième survivant dont on ne parle pas, d'ailleurs, personne ne sait qu'il y a un survivant. Il était électrocuté aussi, il est sorti, brûlé, et il survit aujourd'hui toujours. Quand il survit, c'est survie. Aujourd'hui toujours.
Donc c'est... Là, j'ai oublié l'histoire, mais... Oui, les questions des collégiens, oui, enfin, leur interrogation. Je raconte, oui, leur interrogation, c'était voilà, des policiers, donc qui... est-ce qu'ils sont coupables ou non? Et donc, la question qui se posait, c'est est-ce que je prends position ou non? Est-ce que cette pièce prend position? Et effectivement, la pièce est orientée, évidemment, elle n'est pas neutre, mais elle ne porte pas à une sentence. Elle rend compte des faits. Et je pense que rendre compte des faits suffit, beaucoup, à faire sentir où est la responsabilité. Culpabilité, la justice a dit, elle les a relaxés de nouveau, les policiers. Donc, ils ne sont pas coupables. Mais évidemment, il y a une responsabilité. Et ça reste cette question. Voilà. Et puis, cette question m'a beaucoup été posée. On a beaucoup discuté de la question de la culpabilité. Et de la façon est-ce que, quand on écrit de la fiction, qui est basée sur de la réalité, est-ce que je prends position? Est-ce que je dis ce qu'il faut en penser? Voilà. Donc, il y a à la fois, ce n'est pas neutre, mais en même temps, ça ne donne pas une sentence. Ça laisse une liberté au lecteur et au public. Pour se faire... je ne dis pas faire une opinion, trouver son rapport à l'histoire. Trouver sa relation personnelle à cette histoire. C'est une relation à la fois, de sensation, mais aussi intellectuelle, mais aussi morale, mais aussi politique. Voilà, c'est tout ça qui est derrière. Et puis moi j'ai écrit cette pièce aussi parce qu'il y avait le survivant. Parce qu'il y a un survivant. J'ai écrit parce qu'il y a les émeutes, parce que les enfants sont morts, parce qu'il y a un problème de responsabilité quand même, policière, parce que ça a déclenché des émeutes, et j'ai écrit le texte beaucoup sur le déclenchement des émeutes aussi. Qu'est-ce qui, de la mort d'enfants, peut déclencher des émeutes qui gagnent l'Europe? Il ne faut pas oublier. En 2005, ils ont gagné l'Europe. On en parlait dans le monde entier. Et aujourd'hui encore, quand il y a des jeunes, des adolescents ou autres qui sont blessés ou voire tués dans des rapports avec la police, aussitôt... Oui, ça a changé complètement cette vision des violences, ou en tout cas, on a toujours en tête l'histoire de Ziad Bouna. C'est quelque chose qui reste extrêmement présent chez tous, finalement, et même, on le voit là, les collégiens qui ne l'ont pas vécu, parce qu'en 2017, où ils pouvaient avoir 13-14 ans, on peut se dire qu'en 2005, ils avaient 2 ans, donc ils ne l'ont pas vécu, mais finalement, c'est quelque chose aujourd'hui qui est ancré chez chacun de nous. Tout à fait. Ouais. Et je rebondis d'ailleurs sur le fait que ça ait touché l'Europe. La pièce est aujourd'hui traduite dans plusieurs langues. Est-ce qu'il y a un accueil aussi Alors d'abord, je suis pareil. Pour moi, c'était une grande surprise, ce prix, puis cet impact de cette pièce, parce avec plusieurs prix qu'elle a eu, et ceux des adolescents, des jeunes. Et là, le fait qu'elle est traduite, je ne m'attendais pas non plus, parce qu'en plus, elle n'est pas facile à traduire. Et là, elle a été sélectionnée pour une traduction en anglais. Ça vient d'être fait, donc je ne sais pas encore. D'accord. Elle vient d'être traduite en anglais, et elle sera lue à Londres par je ne sais pas encore, c'est en train de s'organiser dans les mois qui viennent. Elle est traduite en allemand, là aussi, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Et elle vient d'être traduite en espagnol. Et là, je sais que... Mais il n'y a pas d'éditeur encore. Hein. C'est tout chaud, c'est tout frais. Hein. Je sais par contre qu'il y a des pays comme le Chili, l'Argentine et même Cuba qui ont demandé ce texte. Pas le seul, mais ils ont demandé quelques textes, dont celui-là. Voilà. Je suis donc très... Voilà. Mais tout ça, c'est encore ouvert. Hein. Voilà. Non, c'est très... Mais je pense... Alors non, il y a autre chose aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a une université dans le Connecticut il y a une enseignante qui a eu vent de la pièce en français, parce qu'elle fait des cours sur la France. Et puis, elle a fait un cours sur les émeutes. Elle est tombée elle est venue en France voir la pièce. Et elle fait un travail dessus, du coup.
Elle fait des communications avec ses étudiants et tout. Et donc, elle a demandé à voir la traduction anglaise maintenant pour peut-être la diffuser là-bas. C'est très étonnant, hein, c'est comment les choses se font. On s'y attend pas du tout. Et du coup, par rapport au titre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix, Delta, Charlie Delta ? Alors là, c'était une très grosse discussion. Parce que je ne savais pas, moi d'abord, en général, j'ai toujours une idée du titre. Et comme souvent, des gens qui écrivent ont un titre même avant d'écrire. Souvent. Un titre tire un écrit. Les romanciers. Et là, j'ai pas de titre. Du coup, il y avait un mot, c'était le transformateur. C'était un peu plat. Et donc, je me suis dit transformateur. Puis l'éditrice, avec qui on a beaucoup, qui est une amie, enfin qui est devenue une amie, et avec qui on a beaucoup discuté, considérait qu'effectivement, c'était pas un bon titre, quoi. Enfin, pas un bon au sens commercial, parce qu'il y a deux façons de trouver les titres. Au sens commercial, il faut vendre, ou ça rend compte de quelque chose, ça fait écho à ce qui est dedans. Transformateur, ça fait plat. Et donc, on a eu l'idée de Delta, Charlie Delta, parce que c'est le langage des policiers. C'est un langage codé qui existe dans la police française. Il y a d'autres codes dans notre police partout ailleurs pour dire décédé. Quand il y a un mort, on dit décédé. Mais pour être sûr, pour être certain qu'à l'autre bout, quand ils parlent à la radio, soit compris, ils disent Delta, D, Charlie, C, Delta. Voilà, Delta, Charlie, Delta. Donc voilà l'histoire. Et donc on s'est dit que c'était sans doute la chose qui... Parce qu'il y a à la fois une transposition, Delta, Charlie, Delta, et c'est à la fois, ça dit le mort, ça dit les choses, enfin comme une représentation des choses, quoi. C'était ça le... D'ailleurs, c'est un problème, parce qu'en anglais, on ne peut pas dire Delta, Charlie, Delta. Donc, ils l'appellent The Transform, hein, c'est-à-dire, là, ils disent le transformateur. Okay. Par contre, ils le gardent en espagnol, alors qu'il n'y a pas d'équivalent. Mais ça dépend. Là, vraiment, c'est des grandes discussions intéressantes, en plus. Merci beaucoup, Michel Simoneau. Merci. Merci à vous. Donc, eh bien, on va clore l'émission. Merci à Émilie également à la technique et à Decadmé de nous accueillir chaque mois. Et à bientôt. Raconte qu'il vit seul depuis si longtemps, qu'il engueule ses glaïeuls comme si c'était ses enfants. On raconte que le soir, il met deux couverts et prépare le dîner à son pote imaginaire. Comme un ours bipolaire, un ermite en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans ses jours amers, son regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans sa chair. On raconte qu'elle vit seule depuis si longtemps, qu'elle console son aïeul comme s'il était vivant. Toutes ces âmes sœurs se sont évanouies au fin fond du néant, de son âme envahie par des ours bipolaires, des ermites en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans ses jours amers, son regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans sa chair. Ours bipolaire, ermite en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans ses jours amers, son regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans sa chair. Ours bipolaire.